Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les portes de la création. Tome 2 de la saga des Hommes-Dieux. Par Philippe José Farmer. Chapitre 4. Dugorn, l'officier, ne capitula que lorsque certains points lui eurent été concédés. Il refusait d'abandonner l'île sans emporter au moins une partie du butin escompté par les Ilmaouir. Vala lui promit sans hésitation que tout le cheptel d'animaux domestiques du village, principalement des rats de mer et des otaries, serait considéré comme prise de guerre. En outre, les Abutals pourraient mutiler et scalper les cadavres de leurs ennemis. Les habitants du village, qui s'appelaient les Fricans, protestèrent lorsqu'ils eurent connaissance des termes de l'accord. Wolf expliqua à leur chef que s'il ne les acceptait pas, la guerre continuerait, et lui, Wolf, cette fois-ci, resterait neutre. La mort dans l'âme, les Fricans s'inclinèrent. Les Abutals dépouillèrent le village de tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux. Les autres seigneurs, Luva, Aignon, Ariston, Tharmas et Palamabron, se trouvaient au village au moment où l'attaque était survenue. Ils furent très surpris de voir Wolf et ne surent dissimuler l'envie que leur causait la vue du vibreur. Seul Luva parut heureux de le retrouver. Luva, le plus chétif du lot, avait des cheveux d'un blond roux et des traits d'une finesse extrême, à l'exception de la bouche, grande et charnue. Ses yeux étaient d'un bleu intense et une nébuleuse de taches de rousseur à peine visible s'étendait sur son nez et sur une partie de ses joues. Il étreignit Wolf dans ses bras et une larme perla même au coin de ses yeux. Wolf se laissa faire, car il ne croyait pas Luva capable de saisir l'occasion pour le poignarder dans le dos. Enfant, ils avaient toujours été près l'un de l'autre et possédaient beaucoup de traits en commun, étant tous les deux imaginatifs et enclins à laisser les autres dire et faire ce qu'ils voulaient. Le fait est que Luva ne s'était jamais livré au sinistre sport des seigneurs, qui consistait à faire de son mieux pour déposséder ou massacrer les autres. « Et comment notre père a-t-il réussi à te faire quitter le confort et la sécurité de ton univers ?» lui demanda Wolf. « J'imagine que je pourrais te demander la même chose, répondit Luva en grimaçant un sourire. Peut-être a-t-il usé du même stratagème avec toi. Il m'a envoyé un message, un Pandougalous étoilé qui a prétendu venir de ta part. Il m'a invité à te rendre visite, car tu te sentais seul et tu éprouvais le besoin de parler à un membre de ta famille qui ne soit pas animé du désir de t'assassiner. Je l'ai cru, et après avoir pris quelques précautions que je jugeais suffisantes, j'ai quitté mon univers. J'ai franchi ce que je croyais être ta porte, et je me suis retrouvé dans cette île. » Wolf hocha lentement la tête en disant « Toujours le même, frère Luva. Tu t'es montré imprudent et trop impulsif. Mais je suis flatté d'apprendre que tu as compromis ta sécurité en voulant me rendre visite. Cependant, je sais bien, j'aurais dû prendre davantage de précautions, m'assurer que le messager était bien envoyé par toi. En d'autres circonstances, c'est sans doute ce que j'aurais fait. Mais lorsque le Pandougalous a fait éruption chez moi, j'étais justement en train de penser à toi et j'avais envie de te voir. Même nous, les seigneurs, nous avons nos moments de faiblesse, comme tu le sais. » Wolf resta un moment silencieux. Il regardait les Ilmaouir exultants transporter la volaille, les animaux, les colliers et les ornements de jade de mer. Il parla d'une voix sombre. « Nous nous trouvons dans la situation la plus critique que nous ayons jamais connue, frère Luva. Le plus grand péril, bien sûr, demeure au Risen, mais ceux dont nous dépendons à présent par la force des événements sont presque aussi dangereux. Pas un seul instant notre vigilance ne doit être prise en défaut. Je propose que nous soyons solidaires. Quand je dormirai, tu veilleras. Quand tu te reposeras, je monterai la garde. » Luva esquissa un demi-sourire. « Et tout en dormant, tu n'oublieras pas de me surveiller d'un œil, hein, mon frère ?» Wolf tressaillit, et Luva s'empressa d'ajouter « Ne te fâche pas, Jadawin. Nous avons réussi à nous maintenir en vie si longtemps parce que nous n'avons jamais entièrement délégué notre confiance à personne. Et nous avons eu raison. Quelle tristesse de penser qu'un jour nous avons tous, frères, sœurs et cousins, vécu, joué et étudié ensemble en toute innocence. Et pourtant, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une meute de loups acharnés à s'entre-déchirer. Et pourquoi, je te le demande? Pourquoi? Je vais te le dire.
C'est parce que les seigneurs sont fous. Ils se prennent pour les dieux, alors qu'en réalité ce ne sont que des êtres humains qui ne valent pas mieux que les sauvages de l'île. Seulement, ils se trouvent être les héritiers d'une civilisation puissante, d'une science et d'une technologie qu'ils utilisent sans en comprendre les principes. Ce sont des enfants ignorants et cruels entre les mains de qui on a mis des jouets capables de faire et défaire des univers entiers. Les êtres sages et respectables qui ont fabriqué les jouets ont depuis longtemps disparu. La connaissance et la science ont disparu avec eux, et leurs pouvoirs à l'échelle cosmique ont été détournés de leur destination première pour servir à des fins mesquines et égoïstes. « Je sais tout cela, frère, » répondit Wolf. « Mieux que toi, peut-être. Car jadis, j'ai été aussi égoïste et cruel que tous les autres. Mais il m'est arrivé une aventure que je te raconterai un jour. Cela m'a changé, je l'espère, en quelqu'un de plus humain, quelqu'un que toi seul parmi les seigneurs est capable d'apprécier. » Les Ilmaouir avaient pendant ce temps largué de l'île volante des sacs végétaux lestés de pois qui ressemblaient à des ballons géants. Le butin y fut attaché et les sacs remontèrent, guidés par des câbles, vers les ouvertures de la base de l'île. Les planeurs réparables prirent le même chemin. Lorsque les Abutal eurent pillé dans le village tout ce qui les intéressait, ils remontèrent aussi. Wolf revêtit un harnais attaché à 2 sacs et s'éleva le long du câble de guidage. Il avait son vibreur au poing, car maintenant les Abutal avaient une occasion de se débarrasser d'eux en prenant un minimum de risques. Cependant, ils ne firent aucune tentative. Arrivé à hauteur de l'écoutille, il fut hissé par 2 femmes au sourire grimaçant. Elles le débarrassèrent de son harnais et rangèrent les sacs à l'intérieur d'une grande salle obscure où d'autres sacs étaient entreposés. Quand tous les seigneurs furent à bord, Dugarn et sa femme Sitaz les conduisirent par un escalier tournant dans la partie supérieure de l'île. Les marches étaient faites d'un matériau ultra léger, mince comme du papier, mais très résistant. Il s'agissait de l'enveloppe durcie de sacs à hydrogène. À bord de l'Abuta, où le poids avait une importance capitale, tout était aussi léger que possible, même le langage. Wolf devait l'apprendre plus tard, avait été affecté par ses préoccupations. Bien que le vocabulaire de base demeurât voisin de celui de la langue mère, des différences sensibles étaient apparues. De nouveaux termes relatifs aux notions de poids, forme, taille, flexibilité, horizontalité et verticalité s'étaient peu à peu imposés. Ils avaient une fonction classificatoire inconnue des premiers usagers. Pratiquement aucun nom et presque aucun adjectif ne pouvait plus être employé sans ces classificateurs. De plus, une terminologie nautique et aéronautique détaillée avait dû être créée. La cage d'escalier était un puits creusé à travers l'enchevêtrement serré des racines. En émergeant au sommet, Wolf se trouva dans une sorte d'amphithéâtre. Le sol était fait de larges plaques d'écorce et prolongé par des parois légèrement évasées qui consistaient en peaux de sacs assemblés à l'aide de fibres végétales. Une seule structure occupait le pont. C'était un bâtiment ouvert, de forme allongée, et surmonté d'une toiture de paille. Il servait de lieu de détente et de réunion et abritait un certain nombre de grosses pierres plates sur lesquelles les familles faisaient cuire leurs repas. Des oiseaux domestiques et des rats de mer couraient en liberté sur ce niveau, et des otaries s'ébattaient dans une mare peu profonde située près du centre du pont. Sitaz, la femme du commandant, leur montra leur futur quartier. C'étaient des cellules creusées dans la masse des racines et dont le plancher et les murs consistaient en écorce de sac. On y accédait par d'étroites ouvertures pratiquées dans le pont, et la descente s'effectuait au moyen d'une échelle amovible. Le seul éclairage en dehors de la lumière des écoutilles était celui de petites lampes à huile d'otarie. Il y avait juste assez de place pour faire 2 pas dans un sens et dans l'autre. Les lits étaient des cavités en forme de cercueil ménagées dans la paroi et pourvus de matelas de plumes en peau d'otarie. La plupart des activités diurnes et nocturnes se tenaient sur le pont principal. En dehors de la passerelle de commandement, aucune intimité n'était possible à bord de l'Abuta. Wolf s'était attendu à voir les Abutal libérer aussitôt leurs amarres et se mettre en route. Dugarn expliqua qu'il fallait attendre un peu. D'une part, l'île avait besoin de prendre davantage d'altitude avant de s'éloigner au-dessus de l'océan. Les bactéries qui libéraient l'hydrogène des sacs avaient beau travailler à un rythme accéléré lorsqu'elles étaient nourries, il faudrait tout de même 2 jours pour que Dugarn considère que les sacs étaient suffisamment regonflés pour pouvoir s'élancer sans risque. D'autre part, l'invasion était soldée pour les Abutal par une véritable hécatombe. La population ne suffisait plus à assurer les manœuvres avec toute l'efficacité requise. Aussi,
Dugharn proposa-t-il une chose à laquelle les Abutal n'avaient pas eu recours depuis longtemps. Pour pallier les énormes pertes subies, on recruterait les Fricans. Après avoir vérifié que ses hôtes savaient où ils étaient logés, Dugharn descendit sur l'île flottante. Wolf, curieux, le suivit. Vala insista pour les accompagner. Qu'elle voulut ainsi satisfaire sa curiosité ou simplement le tenir à l'œil, Wolf n'aurait su le dire. Probablement, les deux motifs étaient valables. Dugharn expliqua ce qu'il voulait au chef des Fricans. Celui-ci, prostré, fit un geste pour indiquer qu'il ne se souciait plus de ce qui pouvait arriver. Dugharn rassembla les survivants et leur exposa son offre. À la surprise de Wolf, un grand nombre se portèrent volontaires. Bien que les deux peuples fussent ennemis, lui dit Vala, les Fricans avaient perdu la face et ils estimaient leur aliment préférable au déshonneur. De plus, pour un grand nombre de jeunes, une existence aérienne avait un attrait romantique. Dugharn passa les volontaires en revue et choisit ceux qui s'étaient distingués pendant le combat. Il prit plus de femmes que d'hommes, et principalement celles qui avaient des enfants. Il eut une brève cérémonie rituelle qui consistait à brûler légèrement à laine chaque nouvelle recrue. Normalement, un ennemi capturé était torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive, à moins qu'il ne fasse la preuve d'exceptionnelles qualités de bravoure et de stoïcisme, auquel cas il pouvait être adopté par la tribu. Mais dans des cas d'urgence tels que celui-ci, la torture par le feu était symbolique. Plus tard, lorsque l'île aurait rompu ses amarres, une cérémonie d'initiation solennelle aurait lieu, au cours de laquelle chacune des nouvelles recrues mélangerait son sang à celui d'un Ilmawir, ceci pour éliminer tout désir de vengeance de la part des Fricans, car la fraternité du sang était une chose sacrée. À part le besoin de reconstituer l'équipage, il y a aussi une autre raison, expliqua Vala. Les indigènes, aussi bien, en fait, les terrestres que les aériens, ont tendance à abuser des mariages consanguins. C'est pour éviter cela que, périodiquement, la tribu adopte des prisonniers. Elle multipliait les témoignages d'affection à l'égard de Wolf et faisait en sorte d'être partout présente à ses côtés. Comme auparavant, elle recommençait à l'appeler Wefkrat, l'équivalent de chéri dans la langue des seigneurs. Elle le frôlait de son corps chaque fois qu'elle en avait l'occasion, et une fois même, effleura sa joue d'un baiser. Wolf ne réagissait pas. Il n'avait pas oublié, même après 500 ans, qu'il l'avait aimé et qu'elle en avait profité pour essayer de le tuer. Il s'éloigna dans la direction de la porte par laquelle il était arrivé dans l'île. Vala le suivit. Lorsqu'elle le questionna, il répondit qu'il voulait parler à Théotormon avant de partir. « Cette infecte créature visqueuse, que possède-t-il qui puisse t'intéresser ?» Des informations, peut-être. Ils arrivèrent à la porte. Théotormon n'était en vue nulle part. Wolf longea le rebord de l'île, remarquant que de place en place, le sol s'enfonçait légèrement sous son poids. Apparemment, le soubassement de sac était moins épais dans cette partie de l'île. Combien de ces îles la planète possède-t-elle? Et quelle est leur dimension maximale? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Depuis que nous sommes ici, nous en avons croisé 2, et les Fricans affirment qu'il y en a beaucoup d'autres. Ils parlent d'une mer des îles dont ils ne connaissent l'existence que par ouï-dire et qui serait d'une taille relativement énorme. Il y a beaucoup d'îles aériennes également, mais jamais plus grandes que celle des Abutal. Pourquoi discuter de tout ça alors que nous avons tant de choses intéressantes à nous raconter? Comme par exemple, elle lui fit face, si proche que ses lèvres entr'ouvertes l'effleuraient presque. Pourquoi ne pas oublier ce qui s'est passé autrefois? Il y a tellement longtemps. Nous étions jeunes et bien moins avisés qu'aujourd'hui. Je doute que tu aies beaucoup changé. Elle sourit. Qu'en sais-tu? Laisse-moi te prouver que je suis différente. Elle posa sa joue contre sa poitrine. Différente, excepté sur un point. Je t'ai aimé autrefois, et maintenant que je te revois, je me rends compte que je n'ai jamais réellement cessé de t'aimer. Même lorsque tu as essayé de m'assassiner dans mon lit, demanda Wolf. Mon chéri, je croyais que tu me trompais avec cette répugnante et perfide vipère à la Grada. Peux-tu m'en vouloir si la jalousie m'a rendue folle? Tu sais à quel point je suis possessive. Je ne le sais que trop bien. Il la repoussa en ajoutant. Même enfant, tu as toujours été égoïste. Tous les seigneurs le sont, mais rarement au même degré que toi. Je ne comprends pas comment j'ai pu t'aimer un jour. Chien! S'écria-t-elle. Tu m'as aimé parce que je suis Vala! Je suis Vala, m'entends-tu? Wolf secoua la tête. Jadis, peut-être, c'était vrai. Mais plus maintenant. Jamais plus. Tu en aimes une autre? Est-ce que je la connais? Pas Anania, pas ma sœur meurtrière et stupide!
Meurtrière peut-être, mais Anania n'est pas stupide. Elle n'est pas tombée dans le piège d'Urizen. Je ne la vois nulle part. Où lui serait-il arrivé quelque chose? Est-elle morte? Vala se détourna avec un haussement d'épaule. Voilà 300 ans que je n'en ai jamais entendu parler. Mais ton attitude me montre que tu tiens à elle. Anania, qui aurait cru cela? Wolf ne fit rien pour la contredire. Mentionner Chryséis eût été imprudent, même si Vala et elle avaient peu de chances de se rencontrer jamais. À quoi bon prendre le risque? Vala fit soudain volte-face. « Qu'est-il arrivé à cette terrienne ?» demanda-t-elle. « Quelle terrienne ?» fit Wolf, pris au dépourvu par la soudaineté de l'attaque. « Quelle terrienne ?» singea-t-elle. « Je veux parler de Chryséis, cette mortelle que tu as enlevée sur la terre il y a 2 millénaires et demi, dans un endroit que les gens du cru appelaient Troie ou quelque chose d'approchant. Tu l'as rendue immortelle et tu en as fait ta maîtresse en même temps que quelques milliers d'autres. Pourquoi la choisir, elle? Oh, je sais beaucoup de choses. Serais-tu réellement aussi dégénéré qu'on le dit, frère Wolf Jadawin? Ainsi tu connais mon nom terrestre, celui par lequel je préfère être appelé d'ailleurs. Et que sais-tu encore sur moi? Et pour quelle raison? J'ai toujours considéré qu'il était de mon devoir de me tenir aussi informé que possible des activités des autres seigneurs, répliqua Vala. C'est ce qui m'a permis de me maintenir en vie si longtemps. Et qui a causé la mort de tant d'autres? Elle sourit, et sa voix redevint douce. Pourquoi nous chercher querelle? Ne pouvons-nous faire table rase du passé? Qui cherche à se quereller? Non, il n'y a pas de raison de ne pas oublier, pourvu que le passé reste bien le passé. Mais de même que les seigneurs ne se souviennent jamais d'un service rendu, ils oublient rarement une offense. Et jusqu'à ce que tu m'aies convaincu du contraire, je verrai en toi la même Vala, merveilleuse, certes, encore plus merveilleuse que jadis, mais à l'âme noire et corrompue comme avant. Elle essaya de sourire. Tu as toujours été beaucoup trop direct. C'est peut-être en partie pour cela que je t'ai tant aimé. Et tu étais un vrai homme, le meilleur de tous mes amants. Elle attendit qu'il lui rende le compliment. Au lieu de cela, il répondit. C'est l'amour qui fait l'amant. Autrefois, je t'ai aimé. Autrefois. Il s'éloigna d'elle et suivit le rebord de l'île. À plusieurs reprises, il se retourna. Elle le suivait à 7 ou 8 mètres. De temps en temps, le sol s'affaissait sous ses pas. Il ralentit pour se laisser rattraper par Vala. « Il doit y avoir pas mal de grottes là-dessous, » dit-il. « Comment appeler Théo Tormon ?»« Je n'en sais rien. Il y a beaucoup de grottes en effet. Parfois un groupe de sacs meurt, de vieillesse, de maladie, ou dévoré par un poisson qui le trouve à son goût. Une caverne se forme pendant un certain temps jusqu'à ce que de nouveaux végétaux la comblent. » Wolf nota mentalement le renseignement, qui pourrait lui servir plus tard. Si les choses devaient tourner mal, le soubassement de l'île pourrait constituer un refuge. Vala avait dû deviner ses pensées. Lorsqu'ils vivaient ensemble, rien ne l'irritait plus que ce dont elle avait, car elle dit « À ta place, je ne me risquerais pas à aller là-dessous. Cela grouille de poissons mangeurs d'hommes. » Comment fait Théo Tormon? Je l'ignore. Peut-être est-il trop rapide et trop fort pour eux. Après tout, il est adapté à ce genre d'existence, si tu appelles ça une existence. Wolf décida de renoncer à parler à Théo Tormon. Il reprit la direction de la jungle avec Vala sur ses talons. Il lui permettait de rester derrière lui, car elle avait bien trop besoin de lui pour tenter de l'assassiner. À peine avait-il parcouru quelques mètres qu'il fut assailli par derrière. Tout d'abord, il crut qu'elle l'avait attaqué et roula de côté pour lui échapper, tout en essayant de sortir le vibreur de son étui. Puis, il vit qu'elle avait été poussée dans son dos par quelqu'un d'autre. L'énorme masse ruisselante et luisante des Théotormones arrivait sur lui. Le monstre retomba sur Wolf, le plaquant au sol, et l'impact des 400 livres de chair lui coupa la respiration. L'instant d'après, Théotormon, assis sur son corps, lui martelait sauvagement le visage de ses nageoires. Au second coup, l'obscurité descendit sur Wolf. C'était Les Portes de la Création, tome 2 de la saga des Hommes-Dieux, par Philip Joseph Farmer. Chapitre 4.
Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.